Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un update graphique. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas tourné d'update graphique ou même d'update lecture, parce que je peux vous le dire dès maintenant, c'est pas vraiment une surprise si vous êtes habitué à voir des updates sur ma chaîne. Je vais aussi tourner un update lecture aujourd'hui, mais vous l'aurez dans à peu près une semaine du coup. Bref, ouais, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas tourné d'update, j'ai l'impression que j'ai rien lu au mois de juin, mais je me suis un peu rattrapée là en ce début de mois de juillet. Les graphiques que je vais vous montrer dans cette update aujourd'hui, vous les avez déjà vus si vous suivez mes vlogs, parce que ce sont principalement les graphiques que j'ai lus quand j'ai lu 400 pages en 2 jours, 600 pages en 2 jours, ouais c'était pas de week-end donc ça sert à rien, d'appeler ça des week-ends, et quand j'ai fait le week-end à 800 pour le coup, donc voilà, ils sont pas tous là, il y en a que j'ai lus et que je ne présente pas dans cette update graphique, mais que je présenterai probablement dans le prochain, mais pour les graphiques que je vais vous montrer aujourd'hui, bah, c'est ça, vous les avez déjà vus, mais bref. C'est parti, le premier c'est la lanterne magique de Anne-Gaëlle Balp et illustré par Simon Moreau. Je l'ai acheté d'occasion par hasard pour l'autrice parce que c'est celle qui a écrit L'écrivain abominable et elle a écrit d'autres livres comme ça aussi. J'ai acheté celui sur le libraire mais je ne l'ai pas encore lu, il y en a un aussi sur une bibliothécaire il me semble, et j'avais bien aimé L'écrivain abominable, donc quand j'ai vu qu'elle avait fait un graphique comme ça, bah, je l'ai pris, je vous montre une planche, je trouve les dessins vraiment magnifiques. Il n'y a pas beaucoup de texte à lire, c'est assez rapide à lire. Je l'ai dit en vlog il me semble, je sais pas trop à partir de quel âge tu peux lire ça, mais globalement pour moi à peu près dès que tu sais lire tout seul, et on peut même le lire à des enfants plus jeunes que ça qui savent pas lire, donc vraiment on suit en fait un petit garçon qui va, comme le titre l'indique, inventer une lanterne magique. En fait c'est un peu un bébé MacGyver, si vous voulez, qui invente des petites choses et qui... il est a priori fils unique et il s'ennuie beaucoup, donc en fait il a dans sa chambre une espèce de caverne d'Alibaba et il invente plein de trucs. Et c'est assez chou, vraiment, c'est assez mignon à suivre. Bizarrement, le bouquin est quand même assez sombre, mais je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me tâte à le garder ou à le donner à un des enfants que j'ai dans mon entourage. Je sais pas encore si je vais le garder ou le donner à un de ses enfants, mais j'ai bien aimé en tout cas. Ensuite, j'ai lu les 3 premiers tomes d'une collection Harry Potter dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Oui, bah oui, ils sont toujours là, évidemment. Donc, le premier tome, c'est les créatures de la forêt, du lac et du ciel, dans lequel en gros, c'est Jodie Ravenson qui a fait cette collection. Je sais pas si elle l'a réellement écrite, enfin je pense que tout le texte est d'elle, mais tous les dessins qui sont dedans, ce sont les dessins des dessinateurs et des chorégraphes, j'allais dire, pas du tout, des maquettistes et des gens qui sont occupés de la DA, globalement des films, et donc comment ils ont développé, ici dans le tome 1, donc les créatures. Donc on a les centaures, toutes les créatures cheloues qu'il y a dans le lac, les dragons, donc on a voilà, les strangulos, les sirènes, les sombrales, Buck, on a Aragorn aussi, et voilà, et du coup ça t'explique globalement quelles recherches ils ont fait et sur quoi ils se sont basés pour créer à l'écran, en images, toutes ces créatures là, et comment ils les ont construites, parce que c'est assez ouf de se rendre compte de ça, parce que ça fait quand même 20 ans, plus de 20 ans que le premier film est sorti, globalement tout ce qu'on voit à l'écran a été maquetté et construit en vrai, à taille réelle. Je l'ai dit en vlog, mais je trouve ça ouf parce que vu la taille de l'araignée, c'est juste énorme, et je doute pas qu'il y avait des arachnophobes dans l'équipe, je pense qu'ils ont dû faire les syncopes. Mais oui, il existe 2 versions d'Aragorn en taille réelle. Voilà, l'une vivante et donc l'autre morte. Mais ouais, franchement, c'est ouf. Comme en vlog, je vais pas vous montrer la page d'Aragorn, par respect pour tous mes amis arachnophobes, mais voilà, ça c'est la page de Buck par exemple, qui en soi est une créature, enfin c'est un hippogriffe, mais c'est une créature mi-cheval, mi-aigle, ce qui existe dans la mythologie, mais ils ont pris le temps de développer chaque créature spécifiquement pour Harry Potter, et ils n'ont pas juste pris des créatures ou des représentations qui existaient déjà pour les foutre dans le film, et je trouve ça cool d'avoir pris autant de temps pour faire ça. Voilà. Le tome 2, c'est Le chemin de traverse, le Poudlard Express et le Ministère. Et c'est celui que j'ai le moins aimé pour l'instant, je l'ai dit en vlog.
Dans ce tome 2, ben, en fait il y a moins d'explications. C'est principalement comment ils ont choisi les décors, comment ils ont mis en scène dans des décors existants, donc à savoir la gare par exemple, ou un bâtiment, je sais plus c'est lequel d'ailleurs, mais un bâtiment qui existe pour Gringotts, ou alors à l'inverse comment ils ont construit de A à Z toute la rue du chemin de traverse parce qu'ils trouvaient pas ce qu'ils voulaient en rue existante. Mais c'est assez en surface et vraiment il y a plus d'infos de ce qui se passe dans les films et de ce qu'on apprend dans les films répétés ici que de nouvelles informations pour ce tome 2 et je trouve ça, j'ai trouvé ça dommage. Voilà, on passe pas mal de temps aussi sur la boutique des Weasley, qui est vraiment cool. Mais ouais, je sais pas, en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais dans ce tome-là. Bon, je vous avoue que vu le titre, c'est pas non plus un de ceux qui m'intéressait le plus, mais bon, je l'ai quand même lu. Et le troisième, c'est Horcrux et Relique de la Mort, qui est celui qui m'intéressait le plus des trois. Et j'ai pas vu tous les titres des 12 volumes, mais je pense que ça va être celui qui m'intéresse le plus sur les 12. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit en vlog il y a pas très longtemps, pour moi normalement comme pour vous, on revient sur effectivement les 2 reliques de la mort et les 5 Horcrux plus Harry, plus la pierre qui est à la fois un Horcrux et une relique de la mort. Donc enfin, voilà, ils sont tous là. On a aussi l'épée de Gryffondor qui n'est pas un Horcrux mais qui est quand même importante dans l'histoire et qui détruit notamment 2 je crois, 2 ou 3 Horcrux. Il y a aussi la pierre philosophale, le miroir du Riséd et les 4 étapes qui sont présentes dans le film pour protéger la pierre en fait. Donc à savoir Touffu, comment ils ont fait Touffu, parce que oui, alors Touffu n'existe pas en entier, en maquette entière, ils n'ont pas créé Touffu entier, mais ils ont créé les têtes et les pattes de Touffu, ce qui est déjà à taille réelle pas mal du tout. Et donc Touffu, le filet du diable, les clés avec le balai et le jeu d'échecs, qui pour le coup existe, lui, à taille réelle. Toutes les pièces d'échecs qu'on voit dans le film ont été construites à taille réelle. Je sais que je l'ai déjà dit en vlog et je le répète, mais franchement je trouve ça ouf qu'ils aient créé tout ça. Enfin, je sais pas si vous avez en mémoire la taille que font les pièces d'échecs par rapport aux acteurs et à l'actrice Emma Watson, mais c'est quand même dingue, ça fait plus de 2 mètres de haut je crois, pour les plus grandes, c'est juste énorme. J'essaye de vous trouver l'image parce que je sais que dedans ils ont mis une image du film, il y a des maquettes comme ça, faites par les gens qui ont créé ces objets-là, par exemple, vous voyez, et il y a des images du film, comme ça, vous voyez, qui sont reprises ici. Et du coup, je cherche celle avec les échecs, parce que vraiment, je sais pas si vous avez en tête l'image de Ron sur le cavalier, mais c'est quand même très grand, hein. Ils ont tout créé à taille réelle. Voilà, là on voit bien la différence entre le petit Daniel Radcliffe et c'est le roi, il me semble, qui est devant lui. Enfin voilà, je trouve ça ouf. Et ils ont passé des jours, des semaines, peut-être même des mois à designer toutes ces pièces pour une scène qui au final dure pas hyper longtemps et dans laquelle tu vois les pièces être détruites en fait. Donc je fais pas attention aux détails des pièces, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Il y a aussi le collier que touche Cathy Bell, à chaque fois je veux dire Allez Bell, maintenant c'était catastrophique. Voilà, puis voilà. Et comment aussi ça leur est arrivé à plusieurs reprises de créer des objets parce qu'ils étaient cités et parce qu'ils allaient apparaître à l'écran, tu vois, sans savoir que plus tard dans la saga, ils auraient une grande importance. Et voilà, c'est le cas de la coupe de Poufsouffle qu'ils ont créée sans savoir qu'ils allaient devoir la dupliquer. Voilà, c'est le cas de la bague aussi du père de Voldemort, du grand-père de Voldemort, je sais plus. En tout cas, la bague que Voldemort récupère, quand ils l'ont créée pour la première fois, ils savaient pas qu'il fallait intégrer sur la bague le signe des reliques de la mort, donc ils ont dû la refaire. Enfin, je sais pas, tous ces détails, je trouve ça hyper intéressant et j'ai adoré ce volume-là. Les 4 graphiques que je viens de vous montrer, ils sont à moi, ils font partie de ma bibliothèque parce que j'ai acheté les lanternes magiques d'occasion, comme je l'ai dit, et les Harry Potter, ce sont mes potes qui me les ont offerts. Très cool. Et maintenant on va passer au livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Ça fait longtemps que je peux pas parler d'emprunt à la bibliothèque. Donc, Emma et Capucine. Donc là j'ai les tomes 4, 5 et 6. C'est ça, le tome 4 c'est La raison du cœur. Le tome 5 c'est Un été trop court. Et le tome 6 c'est Une rentrée pleine de surprises.
Donc niveau saisonnalité, j'étais plutôt pas mal puisque le tome 4 se passe à la fin de l'année scolaire, le tome 5 bah, c'est les vacances d'été et le tome 6 bah, c'est la rentrée. Donc franchement niveau timing j'étais pas trop mal, j'ai bien aimé. En fait ce que j'aime bien dans cette saga c'est qu'on suit donc deux sœurs, Emma et Capucine, qui font de la danse, l'une de la danse classique et l'autre au cours du tome 1 se pose des questions sur est-ce qu'elle continue la danse classique ou pas, et du coup on a un questionnement intéressant là-dessus, et dans chaque tome c'est le cas, dans chaque tome on a des questions que tu te poses principalement quand tu es adolescent ou adolescente, qui sont présentes vraiment, qui sont là. Il y a un seul tome où j'ai trouvé, il me semble que c'est le tome 6, où j'ai trouvé que ces questionnements étaient là, étaient intéressants, mais il était très en surface par rapport à l'histoire, et je trouvais ça dommage. Mais vraiment, dans chaque tome, on a plusieurs questions sur l'adolescence, sur l'évolution du corps, les changements, les décisions, les premiers amours aussi, les questions d'amitié, voilà, toutes ces questions-là de l'adolescence, et je trouve que c'est très bien fait, vraiment, j'ai beaucoup aimé, et j'aime bien Emma et Capucine, donc les sœurs. Vous savez si vous me suivez que j'ai deux sœurs et que donc du coup tout ce qui parle de sororité ça me parle pas mal, hein, parce que globalement j'ai deux relations avec mes sœurs différentes, donc deux sororités différentes, parce que c'est pas les mêmes personnes, tu vois, et j'arrive toujours à m'identifier à un type de sororité. Alors c'est pas tout à fait les mêmes relations entre les gens évidemment, mais je sais pas, c'est toujours un truc qui me touche beaucoup plus que quand c'est un frère et une sœur ou deux frères par exemple, vous voyez, parce que je peux moins m'identifier. Donc voilà, j'aime beaucoup cette saga. Ce qui est bizarre, c'est que le tome 6 est sorti en août 2021. Je revérifie, mais normalement c'est ça, ce que j'ai dit en vlog. Oui, c'est ça. Enfin, achevé d'imprimer en août 2021 et dépôt légal septembre 2021. Et clairement, vu la fin du tome 6, c'est pas censé être le dernier, c'est pas censé être la fin de la saga. En tout cas, on a une ouverture pour une suite, mais on n'a toujours pas de suite qui est sortie. Du coup, je sais pas si on en aura une un jour. Pour l'instant, du coup, dans les faits, j'ai terminé la saga. Je regarde juste, mais le tome 5 est sorti en 2020. Donc 2020 puis 2021. Là, on est en 2023, on n'a pas de tome 7. Je sais pas si on aura un tome 7. Donc pour l'instant, j'ai fini la saga. J'espère que c'est pas le cas. J'espère qu'on aura un tome 7 un jour. Mais dans les faits, pour l'instant, il n'y a que 6 tomes dans la saga. Et le dernier graphique que je vous montre dans cette update, c'est 16, donc les tomes 2, 3 et 4 qui sont aussi les derniers, c'est la fin de la saga, et là pour le coup il n'y aura pas de suite, hein. Vu la fin, vu le final, la saga est terminée. Donc le tome 2 c'est le chien des ombres, le tome 3 c'est le salut du pirate, et le tome 4 c'est les grandes familles de Frédéric Maupamer et Aude Soleillac. Et je me rends compte que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Emma et Capucine c'est de Jérôme Hamon et Léna Sayapoum. Voilà, comme ça c'est dit. Et donc dans 16, on suit 16, c'est son prénom, c'est le prénom du personnage principal. Et en fait, le tome 1 est vraiment écrit comme du contemporain avec une touche de fantastique. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que vraiment c'est le cas. Dans le tome 1, on suit 16 qui vit avec sa mère, qui n'a jamais connu son père, ou alors très très peu parce qu'il est mort quand elle était très très jeune, qui connaît pas non plus les parents de son père, et ses tantes et toute sa famille globalement du côté de son père, parce que quand son père s'est marié avec sa mère, sa famille il a en gros renié. Elle lui a dit dégage, on veut plus te voir parce que tu te maries avec elle, tu trahis ta famille en épousant cette femme, donc tu dégages. Voilà, et donc du coup elle se pose des questions sur cette famille, elle essaye de vouloir les rencontrer et tout. Vraiment c'est ça qui se passe dans le tome 1. Et il y a une petite touche de fantastique parce que 16 voit les fantômes. Voilà. Et en fait à partir du tome 2, on bascule complètement dans du fantastique pur. Les fantômes prennent énormément de place, toutes ces questions de pourquoi elle les voit, de qu'est-ce qui se passe, elle va se mettre à enquêter là-dessus, à découvrir pas mal de choses, et vraiment on bascule dans du fantastique pur. Et globalement c'est ce que je reproche à Frédéric Maupamer, parce que j'ai déjà lu Super écrit par lui, Super c'est illustré par Dawid, et c'est pareil, dans Super le tome 1 c'est du contemporain avec une petite touche toute petite vraiment de SF, et après on bascule dans des univers mais parallèles, vraiment. Et je comprends pas pourquoi tu crées un tome presque contemporain pour dans les suivants partir dans un délire qui n'a rien à voir. Part dans ce délire-là dès le tome 1, que les gens, quand ils commencent la saga, ils sachent que ça va être du fantastique, ça va être de la fantasy, ça va être de la SF, et pas qu'ils croient que c'est du fantastique avec un tout petit truc de SF, tu vois. Je sais pas pourquoi il fait ça. Vraiment, je sais pas pourquoi il fait ça. J'ai l'impression que il veut écrire du contemporain, mais en fait il n'y arrive pas, et il y a toujours un truc surnaturel qui revient. Je sais pas comment l'expliquer, et plus les tomes avancent, plus il part loin dans son délire de surnaturel, vous voyez.
Et du coup, je sais pas, ça me perturbe qu'il fasse comme ça. C'est probablement sa manière d'écrire, sa manière de construire les histoires, mais je trouve ça hyper chelou. Ici, j'ai adoré le personnage de Sixteen, vraiment. Et contrairement à Super, il n'y avait que 4 tomes. Dans Super, il y a 5 tomes et plusieurs cycles, donc vraiment c'est très long. Moi, je me suis arrêtée à la fin du cycle 1 de Super et je lirai jamais la suite. Mais là j'ai bien aimé, malgré tout, probablement parce que c'est un petit peu moins barré que Super, je dirais. Ça part un peu moins en couille, selon moi. Et ça se lit quand même très vite. Et surtout, je l'ai dit en vlog, je crois, mais j'adore parce que les bulles sont écrites grosses. Et ça, c'est cool, parce que j'en ai marre des bulles écrites toutes petites où t'arrives pas à lire et tout. Je vous ai pas montré de planche de Emma et Capucine, mais j'en ai montré déjà plein en vlog, donc voilà. Je vous montre une planche ici parce que j'y pense. Voilà, j'ai bien aimé, honnêtement, c'est pas ma saga préférée. J'ai le tome 1 parce que je l'avais acheté d'occasion. Je sais pas si je vais garder le tome 1 et je sais pas si j'achèterai les 3 tomes suivants, donc ceux-là, pour compléter ma collection. Honnêtement, je suis pas sûre de le faire, mais je suis contente quand même d'avoir terminé la saga. Je vous ai montré 4 graphiques, enfin 4 sagas de graphiques, plus précisément comme dans tous les updates graphiques, et donc l'update est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.